Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions qu'on pose sont plus importantes que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, et qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching, qui pense que son chat pourrait être un philosophe. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de sport, et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que le sport? Et c'est une très bonne question, Rémi. Peut-être qu'on peut déjà distinguer entre activité physique et activité sportive. Je discutais il y a un an de ça maintenant, je pense, avec un coach sportif, du coup. Il me disait, ouais, mais au fond, on incite les gens à avoir une activité physique, mais juste le fait d'agir est une activité physique si on met son physique en avant. Là où une activité sportive, soit ce serait avec quelque chose d'un peu plus d'intensité, genre ça pourrait être la distinction entre je marche pour aller d'un point A à un point B, et la marche comme activité sportive où le but n'est pas la destination, pour le coup, mais vraiment l'objectif en termes de dépenses physiques. Ouais, on en revient à cette histoire d'intention, à la base. Oui, encore et toujours, ouais, c'est presque chiant d'en revenir toujours à ça. Oh, j'en ai marre quand même, en fait, on peut résumer tous les épisodes à, bon, c'est une question d'intention. Mais bon, mais effectivement, ouais, c'est une question d'intention et de résultat, parce que tu peux aussi très bien, comment dire, tu vois, je pense que faire une partie de foot, en plus, on est en plein dedans, avec comment dire, faire une partie de foot avec l'intention de juste s'amuser, avec les copains, ou je sais pas quoi, comme on faisait quand on était enfant, et une partie de foot où il y a vraiment le but de gagner, etc., etc. Dans les deux cas, tu fais vraiment du sport, même si ton intention, au départ, n'en est pas. Ouais, d'accord. Donc c'est pas qu'une question d'intention alors. Bah, peut-être que pour le coup, non, il y a à la fois, effectivement, ça commence par une intention, mais il y a aussi le résultat. Si le but, c'est de t'amuser à soulever de la fonte à la salle, mais que tu prends quand même en masse ou tu perds du poids, etc., etc., tu as quand même l'activité sportive qui est là. Ouais, et il y a cette notion qui est importante, qui est celle de jeu, j'ai l'impression. Le fait de faire du sport, Ouais, c'est, ça reste un jeu. Est-ce qu'on peut faire du sport sans que ce soit un jeu? je pense que oui, mais dans ce cas, tu prends peut-être moins de plaisir, parce que du coup, tu es drivé par la compète, et t'en oublies peut-être le plaisir que tu peux en prendre, alors que plus tu as de plaisir, plus ça devient facile pour toi, j'ai l'impression. Hmm. C'est, tiens, c'est marrant là parce que je discutais il y a 2, 3 jours avec un coach qui accompagne les sportifs de haut niveau et Ok, ouais. notamment les joueurs de foot. Ouais, Ils ok. jouent en club, euh, mais à un très très haut niveau, hein. Mhm. Et ils me racontaient leur quotidien euh, parce que ces gens-là sont limite déprimés Ah ouais, ok. parce qu'ils sont dans un environnement où ils ont l'impression qu'ils peuvent plus être eux-mêmes. Hmm. Ils sont dans un environnement où du jour au lendemain, ils ont 16, 17 ans, du jour Ouais. au lendemain, ils deviennent, hier, ils étaient un membre de la famille, comme Mhm. n'importe lequel, et le lendemain, ils deviennent si on parle d'un point de vue financier, mais ça a aussi des répercussions sur d'autres domaines de leur vie, mais ils deviennent la ressource financière numéro une de toute la famille, Ouais. pas uniquement du Mhm. foyer, du cercle proche, Mhm. mais vraiment de toute la famille, des cousins, des cousines, etc. Ils Ouais. deviennent l'icône. Ok, Et à ouais. ce moment-là se passe un phénomène où tu te dis, mais qui sont vraiment mes amis? Sur qui Mhm. je peux vraiment compter? Ouais. Euh, Dans ma famille, est-ce que les gens m'apprécient et me côtoient pour qui je suis vraiment ou plutôt pour qui je représente? Et Mhm. ils en viennent à un stade où c'est un peu la psychose. Ils se demandent, Ouais. ils se demandent qui ils ont le droit d'être. Hmm. Et lui, son rôle, c'est de remettre le sport au service de leur vie et pas l'inverse. Ok, ouais. Et qui retrouvent le goût de faire du sport, de faire du foot, Mhm. et non pas uniquement le fait de faire du foot pour faire du foot.
Ouais. Et même à un haut niveau, ça veut quand même dire que la notion de plaisir et de jeu, elle est cruciale. C'est ce qui s'est un petit peu passé avec, je crois que c'est Paul Pogba, où il y a eu un problème avec son cousin ou son frère ou je sais plus quoi. Mais c'est vrai que à vivre, ça doit être un peu pénible. Bah même, je pense que tu peux péter un câble, hein. Si du jour au lendemain, tu vois un peu la responsabilité que tu as sur les épaules, ensuite, tu es la source de revenus de toute ta famille. Ça veut dire que si tu échoues, toute ta famille échoue. Ouais, ouais, c'est dingue. Et du coup, va prendre. Du coup, comment tu peux faire coïncider ça avec le plaisir et le jeu, sachant que tu as sur le poids comment dire, t'as la responsabilité de toute ta famille sur les épaules. Donc, Alors que t'es même pas majeur, hein. oui, ouais. Mhm. C'est chaud quand même. Mais ça en dit long aussi sur le monde du sport. Je pense pas, tu vois, j'imagine pas ça avec les Jeux Olympiques. J'ai l'impression que c'est quand même assez propre au foot, au sens où, alors j'y connais rien en sport, hein, mais j'ai l'impression que le business du foot peut avoir des revenus beaucoup plus exponentiels et exubérants du jour au lendemain que peut-être je sais pas, dans le ski de fond, par exemple. Hmm, ouais. Peut-être que ouais, le monde du foot, c'est un peu exacerbé, mais à mon avis, les traits se retrouvent quand même dans les autres domaines sportifs. Ouais, ça dépend Peut-être du le tennis dans sponsor une et... moindre mesure, le tennis peut-être. En tout cas, les sports qui sont hautement médiatisés, Mhm. ça doit rajouter encore une pression supplémentaire. Parce que ce qui est hautement démédiatisé, c'est ce qui génère le plus de cash. Donc c'est Ouais. là où tous les yeux sont tournés. Forcément, ça va Mhm. créer une pression supplémentaire, mais ça ne veut pas dire que dans les autres domaines, il n'y a pas de pression. Je pense que ça veut Ah oui, dire ça qu'il c'est sûr. y en a, Mhm. mais là, c'est vraiment exagéré. Mhm. Mais dans le cadre du foot, là, on parle vraiment de sport collectif. Il y avait une notion sur laquelle je voulais revenir mais par rapport notamment à l'actualité. Toi, j'ai l'impression que il y a une distinction entre toi, les deux équipes qui s'affrontent se détestent moins que les deux supporters qui s'affrontent dans le stade. Toi, j'ai pas l'impression, alors si je prends les classicos genre PSG-OM, je pense, alors j'y connais rien, je sais pas qui joue à l'OM, je sais pas qui joue au PSG, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas ennemis, là où des supporters du PSG sont ennemis du supporter de l'OM et vice-versa. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai. Et juste pour resituer, l'émission, on l'enregistre euh, au surlendemain ou au lendemain de la qualification de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022 contre le Ouais, Maroc. ouais. Et donc, bah, c'est dans 2 jours, je crois, hein, qu'il y a la finale Et France. c'est dimanche la finale. Ouais. Ouais. Je crois que Ouais, je suis pas trop dans le foot, mais c'est, ouais, je crois que c'est France-Argentine. Ouais, ouais, je crois que c'est ouais, ça. c'est ça, France-Argentine, ouais. Mhm. Ouais. Mais c'est vrai que c'est à ce niveau-là, ça cristallise quand même pas mal de choses. Moi, ce que je trouve fascinant dans le sport, c'est que c'est à la fois quelque chose qui va faire ressortir les instincts les vices les plus forts de l'homme, à savoir, Mhm. et en même temps, enfin, quand je dis oui, et en même temps, ça va aussi regrouper les plus belles qualités humaines. Mhm. L'instinct Ouais, de il y a. l'optimisme, le C'est soutien, ça. l'esprit d'équipe. Mais à côté de ça, c'est aussi, bah, on entend parler de hooligans, on entend parler Mhm. de, ouais, des supporters qui vont vraiment à l'excès, c'est très clivant aussi. Mhm. Il y a beaucoup de discrimination. Tu vois, là, c'est au Qatar que ça se passe, mais quand l'équipe de France avait le ballon, elle se faisait huer, quoi, parce que tu avais des milliers et des milliers de supporters marocains. Ouais. Et pourtant, au fond, tu prends un supporter de manière isolée, tu le mets devant un des joueurs de l'équipe de France, bah, je pense qu'il le déteste pas, il va pas le huer, quoi. Mhm. Non, non, c'est ça qui est assez fascinant. Il y a un truc psychologique qui fait que tu deviens le collectif, l'individuel, s'amenuise au profit du collectif.
C'est-à-dire, souvent, tu vois, c'est le on a gagné. Toi, t'étais pas sur le terrain, mec, donc t'as rien gagné du tout. Eux, ils ont gagné. Toi, tu bénéficies de leur victoire. Et pourtant, les gens se sentent patriotes quand il y a ça. C'est un petit peu dans un truc beaucoup moins joyeux. Tu vois, quand la France n'a jamais été autant patriote que lorsqu'il y a eu les attentats. Tu retrouves, alors c'est affreusement triste, je trouve, mais les gens se sentent unis, soit dans une victoire, une liesse vraiment folle par rapport à la victoire de la France, par exemple, au foot, soit dans une détresse profonde par rapport à la défaite de la nationalité, enfin du pays, la France face à des attentats. Et là, tu retrouves le soutien, le besoin de partager, le besoin de joie ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression quand même que c'est assez propre au foot, tu vois, il y a pas, je pense pas qu'il y ait de hooligans quand il y a le mondial de pétanque, par exemple. J'imagine pas des supporters dire ouais, le cochonnet, là, etc. Là où donc il y a quand même un truc vraiment assez propre au foot, cette particularité, en tout cas en France, parce que tu prends aux États-Unis, c'est plus le basket et le baseball ou le Super Bowl. Et au foot, pas du tout. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils aient réussi à se qualifier pour le mondial, les États-Unis. Donc il y a vraiment cette particularité qui n'est pas forcément propre au foot, mais propre à la médiatisation. Peut-être que plus un sport est médiatisé, plus il rassemble de monde, plus du coup de gens peuvent se reconnaître. Et même si, tu vois, même si je m'en fous de la Coupe du Monde, bah il y a quand même un, un petit peu, t'es un peu content quand même, quoi. Une forme de fierté de ton équipe, alors que c'est pas ton équipe du tout. Je sais pas si tu as ça, parce que je pense que tu es aussi éloigné du foot que moi. Ah ouais, ouais, je suis. Enfin, même mon père m'a dit la dernière fois, oui, c'est la Coupe du Monde. Et comme c'était en novembre, j'ai fait, ah ok, donc le Qatar organise son truc dans son coin, mais j'avais pas capté que c'était la Coupe du Monde. Ouais. Et du coup, j'ai regardé aucun match. Mais, euh, mais c'est vrai que là, comme tu as quand même l'équipe de France qui part en finale, ouais, je regarde, j'ai regardé le dernier match là contre le Maroc, et je pense que je regarderai celui de dimanche. Mhm. Mais à la base, je regarde rien, mais de rien de Ouais. rien. Dingue. Mais là, oui, quand même. Mhm. Ah ouais, c'est marrant. Pour le coup, j'ai rien de rien regardé. Je pense que je regarderai pas dimanche non plus. Mais comment dire? Non, mais même, tu vois, c'est assez social au sens où il y a aussi le fait de sortir de chez soi, aller dans un bar et partager un moment avec des gens que tu connais pas, qui viennent tes copains le temps d'un match, autour d'une bière ou deux ou trois, ça dépend le bar dans lequel tu es et ta consommation perso. Mais il y a un aspect un peu rassembleur, comme il pouvait y avoir, je trouve, avec la série Game of Thrones où vraiment les gens se réunissaient chez eux, ils se faisaient des soirées Game of Thrones. Nous, avec des potes, on se faisait vraiment des repas pour découvrir chaque semaine le nouvel épisode. Et il y a vraiment ce partage avec l'idée de Ouah, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont tué ce personnage, c'est affreux, etc. Et t'en parlais sur les réseaux, il y en a qui se déconnectaient de Facebook, Instagram, le temps de regarder l'épisode pour pas être spoilé, etc. Donc il y a cette particularité-là pour le foot en tout cas, parce que si, vu qu'on parle du sport, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres sports en France, en tout cas, qui rassemblent autant de personnes. Et encore pour le foot, plus masculin, le foot féminin commence à être bien mis en avant, mais il a fallu du temps, et je pense qu'il faudra encore du temps pour que ce soit autant médiatisé que le foot masculin. Hmm, ouais, c'est clair. La question que je me pose, c'est euh, est-ce que ça prend plus de place qu'avant parce que il y a moins l'occasion de se taper dessus? Parce que Mhm. c'est un petit peu ça aussi, hein. Là, Ouais. le fait que ce soit une Coupe du Monde à l'échelle internationale, ça fait que, ah oui, en fait, mon pays et mon équipe, c'est la meilleure du monde. Hmm. Il fait qu'on Oui. s'identifie un petit peu à tout ça. Le fait que ce soit international et aussi le fait que on est quand même dans... Alors, bon, là, il y a quand même une période de guerre, mais pendant longtemps, le sport a quand même été bien médiatisé, même quand on était en période de paix. Mhm. Et est-ce que c'est aussi le fait qu'on n'ait plus vraiment l'occasion
de démontrer sa puissance et sa supériorité dans des contextes de guerre, par exemple, Mhm. qui fait que on en arrive à un peu donner un rôle au sport ou en tout cas assouvir un besoin dans le sport qu'on n'assouvit pas ailleurs. Hmm. Qui aurait genre un effet cathartique pour ça. Je pense que si on se replonge un petit peu dans vraiment l'ancêtre, enfin l'histoire du sport, il me semble, peut-être que je dis nimp, hein, mais que les premiers Jeux olympiques chez les Grecs étaient aussi là, plutôt que se taper dessus, ils affrontaient par des Jeux olympiques les différentes cités grecques, genre Sparte et Athènes, pour citer quelles. Euh, je pense qu'il y a, si on reprend ensuite par rapport à l'Empire romain, il me semble que César disait donnez-leur du jeu et du pain et le peuple sera content, ou quelque chose comme ça. Donc il y a aussi le sport pour contenir le peuple, quoi. C'est qu'au lieu d'avoir les yeux rivés sur les problèmes qu'il peut y avoir, dont le gouvernement peut être à l'origine, on a les yeux rivés sur, du coup, une équipe nationale, ce qui fait qu'on oublie à la fois un petit peu les problèmes, on oublie en même temps la critique qu'on peut faire par rapport à l'État. Et ce qui fait que si le plus la... Je pense que du coup, une équipe nationale a tout intérêt à arriver en tête et gagner, en gros, pour que justement le peuple ne s'insurge pas encore plus sur le gouvernement. Hmm. C'est purement spéculatif, hein, ce que je dis, mais j'ai l'impression que si l'équipe de France gagne le mondial, bah, à mon avis, ça va augmenter la cote de Macron, par exemple. Ouais, et puis ça peut augmenter aussi la consommation des foyers, Bien sûr, ouais. et, parce que ça agit aussi sur les émotions. Mhm. Et du coup, est-ce que ça permet de sublimer toutes nos pulsions, nos plus bas instincts, etc. Peut-être. Peut-être que du coup, il y en a. Alors, il y en a qui passent vraiment à l'action, qui subliment rien du tout, qui brûlent, qui saccagent tout, etc. Tous les hooligans ou je sais pas quoi. Mais il y a peut-être une manifestation de joie plus importante qu'il ne pourrait pas y avoir en temps normal. Tu peux pas dans la rue te promener si tu es content, aller voir les autres et dire ah, je suis trop content, c'est génial! Et les prendre et leur faire des câlins, des bisous, et puis venez, on va boire un coup. Non, on va te traiter de fou. Par contre, dans un bar, quand il y a un but de Mbappé ou de Giroud, oui, alors que la personne, tu ne le connais pas forcément. Ouais, Donc, je pense qu'il y a aussi une exaltation comme ça. C'est Freud, dans Le malaise dans la civilisation, qui explique ça, qui fait que l'être humain, ce qui est bon pour l'individu, c'est d'exacerber et d'assouvir toutes ces pulsions, c'est mauvais pour le collectif. Et du coup, plus la société évolue, plus elle contient toutes nos pulsions, pulsions de mort, pulsions de vie, et Eros et Thanatos, enfin Thanatos et Eros, pulsions de mort et pulsions de vie. Et du coup, plus l'individu, il y a un malaise dans cette culture, et plus l'individu est complètement pas bien parce qu'il peut pas faire ce qui est bon pour lui. Et d'ailleurs, donc, ouais, vas-y, dis-moi. et du coup, effectivement, peut-être que le sport permet de faire ça. Je pense que déjà, le sport est un bon anti-stress, peut être bon, si tu t'énerves et que tu tapes et que tu fais un sport de combat, ça peut t'aider. Et d'un point de vue collectif, le sport, le fait d'être supporter, de se sentir appartenir à quelque chose, de se laisser aller à toute la pulsion de vie, peut-être que c'est aussi un bon exutoire. Et là, on est plutôt dans le fait d'être supporter. Oui, ou supporter malgré soi, du coup. Oui, ce qui est bien différent d'en faire pour le coup. Ah, bien sûr, ouais. Pour le coup, en faire, c'est bon pour l'individu, ne serait-ce que pour des raisons de santé. Mais par contre, tu vois, là où il y a quelques années, certaines dérives sur Insta, où il y avait vraiment le culte du corps à l'américaine, où vraiment les mecs sont vraiment... tu vois, c'est dessiné, c'est presque plus esthétique que physique. Toi, tu avais déjà les premiers bodybuilders au début du siècle passé, où il n'y avait pas de stéroïdes ou quoi que ce soit, ils avaient juste de la force pure et brute. Là où maintenant, il y a une esthétisme derrière le fait de se construire un corps proche d'un canon de beauté. Et les canons de beauté actuels sont plus
à l'américaine ou tu vois, dans les Marvels, les Captain America et compagnie, ou pour les femmes comme pareil, aux Marvels ou quoi que ce soit. Des, chez les mecs, ça va être des gros bras, des gros pecs et et des abdos. Chez les femmes, ça va plus être des formes au niveau des fesses, au niveau des seins et des hanches, etc., quoi. Hmm. Ouais. J'ai l'impression que le sport, ça cristallise quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et si on devait les énumérer, les trois grands traits que font ressortir les activités sportives, ça serait quoi pour toi? D'un point de vue collectif, ça peut être une union nationale. C'est bizarre, on dirait un parti politique d'extrême droite, mais vraiment un côté vraiment on se sent unis collectivement. Euh, donc ce serait, je pense, la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est pareil. Faudrait parler de tous les sports, mais c'est pas possible. Je pense qu'il y a un aspect vraiment exutoire dans le fait où je pense que c'est bon pour un anti-stress, tu développes de la sérotonine, dopamine, etc. Il y a des personnes qui sont accros à ça, du coup. Mais après, je vais faire une petite digression, mais où il y a vraiment, je pense qu'il faut faire entrer le sport dans une démarche totale de ce que Nietzsche pouvait appeler la grande santé, qui est vraiment le fait de vouloir euh, augmenter ce qu'il appelait la volonté de puissance. C'est-à-dire ne pas fuir la maladie, mais vraiment essayer de se forger un corps, parce que chez Nietzsche, on pense avec son corps, et plus tu as un corps fort et puissant, plus tu as une pensée forte et puissante, plus tu peux dire un grand oui à la vie, et pouvoir l'endurer avec tout ce qu'il y a de pire et de meilleur. Hmm. Mais du coup, ouais, les trois grands axes principaux par rapport au sport, ce sera d'un point de vue collectif, cette espèce de sentiment d'union. D'un point de vue individuel, cet exutoire. Et du coup, en troisième lieu, ouais, ce serait vraiment un apport, le faire entrer ouais, dans une démarche totale vers une meilleure santé. Je me demande à la préhistoire, lorsque tu n'avais pas toute cette dimension politique, euh, où le côté belliqueux était de facto présent, puisque de Mhm, toute façon tu pouvais mourir ouais. dans un coin du buisson empalé par un mammouth. Mhm. Et en fait, à l'époque où le sport ne cristallisait pas tous ces éléments-là parce qu'ils étaient dilués dans d'autres domaines de la vie, euh, si on revient, là, on peut considérer qu'on revient à l'essence même du sport, qui est le fait de pouvoir jouer, qui est le fait de... J'ai l'impression il y a cette dimension du jeu qui est de moins en moins présente, et parce qu'elle est effacée, occultée toutes les, par tous ces aspects politiques, sociaux, Mhm. avec l'instinct grégaire, etc., qui reviennent et qui masquent l'essence même du sport, qui est à la base de se faire plaisir et Mhm. aussi, et non, c'est même pas de rester en bonne santé parce qu'à l'époque, on était quand même pas mal nomades lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Ouais. On Ah était oui, de toute façon obligé de vivre, bouger. vivre, c'était du sport, du coup, à l'époque. Exactement, ouais. Mhm. Donc pourquoi est-ce que à la préhistoire, les gens faisaient du sport ou pas? Je pense qu'ils en faisaient sans forcément avoir conscience que c'était du sport. Ce serait intéressant de voir l'étymologie du mot sport. Mais tu vois, je sais que si on prend la gymnastique, le gymnasium, il me semble que c'est plutôt lié à la nudité. Hmm, Parce que du coup, les Jeux olympiques et le sport en général étaient faits essentiellement, ou ne serait-ce que par des hommes, et c'était à poil pour le culte du corps, de la beauté du corps, parce qu'il y a ça, il me semble que c'est dans le banquet de Platon, où il y a vraiment d'abord le fait d'apprécier les belles choses, pour ensuite apprécier les beaux corps, pour ensuite apprécier les belles âmes. T'as vraiment, tu vas du sensible vers l'intelligible. Donc il y avait pas tout ça à la préhistoire. Les gens, ils s'en foutaient, dire, je vais pas, tiens, je vais soulever de la fonte. Bah, non, déjà, ça n'existait pas. Mais je vais courir juste pour dire de courir. Non.
Je pense qu'il y a d'abord eu. Alors, est-ce qu'il y a d'abord eu le jeu et avant, du coup, l'utilité politique? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'on s'est mis à faire du sport dès l'instant où on s'est sédentarisé. Hmm. Ouais, donc en fait, à la base, le sport n'est pas forcément dans la nature humaine, mais ça, elle est apparue suite à un besoin de l'évolution humaine. Mhm. Je pense en tout cas, hein, que le, si tu as une vie sportive, parce que tu dois grimper aux arbres pour cueillir, tu dois marcher, t'accroupir pour chasser, marcher des kilomètres et des kilomètres pour vivre, etc. Là, tu as une vie sportive, c'est ça, il y avait même la mode du paléo-fitness, où c'était soi-disant des mouvements faits par nos ancêtres. Bon, est-ce que c'est historiquement vrai? Je pense pas. Mais, mais non, je pense qu'il y a cet aspect-ci. Je pense que le sport répond à un besoin de... Peut-être même qu'à l'époque, il répondait pas à un besoin de santé. Je pense que maintenant, il y a le culte du sport pour des raisons esthétiques et des raisons de santé, parce que notre sédentarité et notre mode de consommation fait qu'on est en mauvaise santé. Et si tu reprends la pyramide de Maslow, en fait, il n'y a pas le sport dedans, mais il y a surtout les besoins physiologiques. Ouais. Mhm. Besoin de... En fait, j'ai l'impression quand même que le sport couvre chacun des besoins des étages de la pyramide de Maslow. Ouais, Parce c'est que vrai. besoin physiologique, il faut pouvoir bouger. Besoin Mhm. de reconnaissance, d'appartenance, bah ouais, si tu regardes même les sports individuels, bah oui, mais du Mhm. coup, je suis tennisman. Ouais. Je fais du tennis. Moi, Mhm. j'ai fait du tennis de table, bah c'était cool d'aller en club. Ouais. Ensuite, il y a le besoin. Il y a quel autre besoin? Il y a alors, le dernier étage, c'est le besoin d'épanouissement de Ouais. soi. Mais ça passe par T'avais... force, le besoin de dépassement, tu vois. Oui. Tu as le besoin de sécurité et tout, mais ça, tu l'as aussi par rapport au sport où tu peux être plus tu en fais, mieux tu es en meilleure santé. Mm. Et il y a le côté social aussi, ouais. Mhm. Le besoin de Ouais. sécurité, sécurité mentale et sécurité physique. Mhm. Ouais. Et ensuite, le besoin de confiance et d'estime, bah, tu l'as parce que généralement, plus tu fais du sport, plus tu as confiance en ton corps, donc confiance en tes compétences et du coup, confiance en toi. Tu as plein de personnes qui se mettent au sport pour gagner confiance en elles. Mm. Ouais. En fait, c'est ça, c'est quand même une activité qui est ultra complète. Mhm. Oui, c'est pour ça que je trouve qu'il faut la faire rentrer dans une démarche totale. Et c'est en ça que j'aime bien chez Nietzsche cette idée de grande santé, dans la mesure où lui, c'était surtout la marche parce qu'il avait un physique où il pouvait pas faire grand-chose. Mais il disait même que seules les pensées qui viennent en marchant valent le coup, quelque chose comme ça, où justement tu penses avec ton corps, tu penses en action, et la plupart du temps, on le voit même quand on s'appelle ou quand on se fait des trucs, tu te fais des balades en forêt pour te aider à la créativité et en même temps, juste déconnecter. Ouais. Et là, on peut considérer que je fais un peu de sport. Si tu fais de la marche avec cette intention qui est peut-être pas dans le fait de dépenser des calories ou quoi que ce soit, mais tu mets ton corps en mouvement. Moi, ma définition du sport, c'est plus ça, c'est mettre son corps en mouvement, avec l'intention de juste mettre son corps en mouvement. Parce que là, tu vois, je parle, je fais des gestes, je suis pas occupé de faire du sport. Mais par contre, si tu marches juste dans la pure intention de marcher, bah, tu mets ton corps en mouvement et c'est suffisant. Si tu marches vraiment, tu marches 30 minutes par jour, sur du long terme, en une semaine, tu as marché 3 fois 7, 210 minutes. Alors, je sais pas combien de temps ça fait en heures, j'ai la flemme de calculer, Ah, mais ça c'est fait trois toujours, heures et demie. ouais, mais c'est toujours mieux que pas bouger de son canapé. C'est là où ce qui est intéressant, c'est de voir cette connexion entre le corps et l'esprit. Mhm, C'est en te bougeant que tu vas pouvoir aussi trouver des super idées. Moi, mhm, j'ai jamais eu de meilleures idées depuis que je marche en ouais. forêt. Mhm. Ah, ça m'étonne pas. Pour ça, il y a cette citation que je me suis d'ailleurs tatouée sur le bras, Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Pour moi, il n'y a pas de corps sain sans esprit sain, il n'y a pas d'esprit sain sans corps sain. Il n'y a pas de mens sana sans corpore sano. Mm. C'est, c'est les deux. L'âme et le corps sont. Tu as des dualistes. Dans la tradition philosophique, tu as les dualistes qui disent que non, le corps est autre chose que l'âme. Et tu as ça, tu avais chez Platon, c'est toute la tradition platonicienne et judéo-chrétienne, où il y a vraiment le dénigrement du corps,
où Platon disait même que c'était le tombeau de l'âme, Soma Sano, je crois que c'est Soma Samo, ou quelque chose comme ça. Et tu as justement toute la tradition plutôt moniste qu'on retrouve aussi, il me semble, dans la philosophie orientale et asiatique, où il y a vraiment l'âme et le corps qui sont une seule et même face d'une même pièce, notamment avec la figure de proue qui est Spinoza. Mm. Où justement, je ne vois pas comment même encore maintenant, on distingue le corps et l'esprit. On dit oui, mais soigne ton esprit. Tu vois, on parle de mindset. Le mindset, il passe par un body set, finalement. Tout le sport que tu fais passe par contribue à ton esprit et tout le soin de l'esprit que tu as contribue à ton corps. Ouais, oui, Mais c'est c'est ça. parce que du coup, tu mets ton corps en mouvement et en mettant ton corps en mouvement, tu mets ton esprit en mouvement également. Et Nietzsche qui disait qu'on pensait d'abord avec le corps. Mm. Ouais, donc il n'y a pas il a pas besoin de faire des activités ultra spécifiques, juste sortir de chez soi et ça suffit en fait pour rester en bonne Ah oui, santé, ouais. Mhm. pour garder l'esprit en bonne santé, son corps bien sûr, mais aussi son esprit en Mhm. bonne santé. Mhm. Carrément. Et par rapport au point de vue du sport comme activité presque politique, il y a vraiment cette particularité qui fait qu'on se sent uni dans un sport collectif, même quand on ne le fait pas. Mais je pense qu'on a besoin de ça. Toi, si on reprend la pyramide de Maslow et le besoin d'appartenance, je pense que là, un État ou un pays a besoin du coup de quelque chose qui le rassemble. Soit c'est un ennemi commun avec une autre équipe, soit c'est vraiment un héros commun avec l'équipe nationale. Hmm. Ouais, je me Parce souviens que, de 98 lorsque Zidane avait marqué enfin non, il en avait marqué deux, mais que la France avait ouais, gagné 3-0 contre le ouais, Brésil. bah ouais. C'était un truc de C'était, dingue. c'était assez ouf. Tu voyais des gens courir dans la rue et même là, quand la France était arrivée en finale, j'étais occupé de dormir, j'entendais. Je dis, mais. Et je veux dire, à quel moment tu te dis, il est 23 heures, je vais rouler et klaxonner pour manifester ma joie. Personne ne se dit ça, à part lors d'un mariage. Mais un mariage, tout le monde se suit, mais personne. C'est irrationnel. C'est si tu voilà si t'apprends là voilà t'apprends que je sais pas toi quand t'as appris que t'allais être père j'espère pour toi que t'étais content tu t'es pas mis à klaxonner dans la rue en disant ah c'est génial je vais avoir des enfants non manifeste pas sa joie comme ça et Ouais. tu vois et j'ai pas du tout regardé le match bah avec ces klaxons j'ai deviné que la France avait gagné. Alors qu'il n'y a rien qui prouve. Je veux dire, si on contextualise, il est 23 heures, j'essaye, avec ma compagne, on essaye de dormir, on entend des klaxons, on se dit, tiens, la France a gagné. Ça veut dire qu'il y a un type qui s'est dit, je vais dire à tout le monde que la France a gagné, et le meilleur moyen que je vais lui dire, c'est de klaxonner en pleine rue, la nuit. Et les gens vont comprendre. Et oui, effectivement, on a compris. C'est étrange quand même. Ouais. Après, c'est quand même quelque chose qui est national. C'est-à-dire que, Bah oui, ouais. ouais, ouais. Mais c'est vrai que si tu avais un mariage ouais, les mariages en... des princes Oui, en Grande-Bretagne, je sais pas si tout le monde fait ça je aussi. sais pas. Je suis pas sûr, ouais. Je sais pas, je pense pas, parce que. Après, il y a le côté suspense aussi, hein, Ouais. dans le match, qui a pas dans des Mm, événements mm. comme le 14 juillet ou des choses comme ça. Bon, tu Ah sais ce oui, qui ouais, va bah se là, il n'y a passer. pas de suspense, ouais, c'est clair. Un C'est ça. mariage, pareil, généralement, il n'y a pas de suspense. Ouais. Donc, il y a quand même une énorme attente qui se libère Mm, mm. au moment du coup de sifflet. Ouais. Ouais, bah oui, et puis les gens sont heureux pour des choses qui, au fond, ne changeront rien à leur vie. Donc c'est chouette, hein, je dis pas qu'il faut pas faire ça, mais c'est curieux, c'est plus ça. D'un point de vue extérieur, tu vois, si on était, s'il y avait des aliens anthropologues ou ethnologues
qui nous étudierait comme ça, genre, ah, donc, ils sont heureux alors que ça ne change rien à leur vie. Bon, d'accord, ok. Et puis ils en font un bouquin. De la même manière qu'on observe, je sais pas, les observateurs, quand tu fais des documentaires animaliers, où tu dis, ah bah donc voilà, donc le vieux loup se fait attaquer par les jeunes loups, et du coup, pour qu'ils prennent sa place. D'accord, ok, voici. Hop, éthologie du loup. Et si tu faisais ça par rapport aux humains, tu dis, ok, donc des personnes qui ne se connaissent pas sont heureux et tristes en fonction de ce que d'autres personnes qui ne connaissent pas font en tapant dans un ballon. Enfin, c'est très réducteur ce que je dis, mais d'un point de vue extérieur, c'est curieux quand même. Ouais. Et ça amène quand même une notion où le pouvoir sur notre état mental et physique, Mhm. on le donne à quelque chose d'extérieur. Ah voilà, pour le coup, ouais, On c'est le donne clair. complètement, en fait. Tu fais dépendre de quelque chose tu fais dépendre ton état interne de choses qui ne dépendent pas de toi. Ouais. Et ça, c'est quand même assez dangereux, finalement. Ah bah pour le coup, ouais, c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé, mais je pense que pour certaines personnes qui sont archi fans de foot, je pense que si la France n'avait pas gagné, ou enfin selon l'équipe en fait, tu vois, je pense que le supporter marocain qui est archi fan de son équipe, etc., bah peut-être que du coup il est déprimé. Ah ouais, c'est ça, ouais. Il est peut-être déprimé et finalement, il va mal se comporter avec ses proches, il va être énervé, Mhm. il va être pour quelque chose sur lequel il n'a aucun contrôle. Ah bah ouais. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est valable pour le sport, c'est valable pour tout. Plus tu fais reposer ton bien-être sur des choses qui ne dépendent pas de toi, moins tu as de chances en fait d'être heureux. J'avais vu ça même en ce moment, ça te parle peut-être des log indicators et des lead indicators. Oui, Et des lag indicator. ouais, lag, ouais, pourquoi je dis log, je sais pas. Lag indicator. On dirait lag indicator. Oui, oui. Euh, mais pendant longtemps, je me fixais des objectifs financiers qui finalement, c'est une erreur, parce que ça dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est le process que je peux utiliser. Et là, je pense que c'est pareil. Tu peux pas, tu vois, tu peux avoir des lags et des lead indicateurs par rapport à ton bien-être intérieur. Et le succès ou non d'une équipe de foot dépend pas de toi. Par contre, le process par lequel tu peux te rendre heureux, ça dépend de toi. Mm. Tu peux très bien dire, bah, peu importe que mon équipe gagne ou perde, ce que je contrôle, c'est de passer un beau moment dans un bar avec mes copains. Ouais, c'est plus Et là, ça. du coup, Mm. que l'équipe gagne ou perde, bah, tu t'en fous, tu as passé un beau moment. Mm. Mais après, à ce moment-là, il faut que tout le monde soit dans le même état d'esprit parce que sinon, Ça, c'est sûr, parce que si tu dis non, mais c'est bien, on a passé un bon moment, ta gueule, ils ont perdu, ça va, ça va pas. putain, mais t'en as rien à foutre. T'es pas un vrai supporter, toi. Et du coup, hop, t'es exclu, et ton sentiment d'appartenance, il est réduit à Ah néant. ouais, là, il explose, ouais. Ouais, ouais. Non, vaut mieux fermer sa gueule à ce moment-là et se dire, ok, non, mais c'est cool. Oh, je suis triste aussi, ouais. Ah oui, ah, je suis triste. Ah, quelle bande de cons. Non, non, mais on verra après ce que ça donne parce que je crois que c'est à Paris qu'il y a les JO en 2024. Mhm. Donc, passer outre tous les morts qui ont été, la construction des stades, le virer les sans-abri, etc. Enfin, tous ces trucs affreux dans lesquels on aurait de bonnes raisons de boycotter, notamment la Coupe du Monde et les JO. Dans ce cas, tu boycottes tout. Parce que ça, si tu veux vraiment être cohérent, parce que tout nécessite des sacrifices humains. Peut-être qu'au Qatar, ça a été plus affreux que pour les JO de 2024 à Paris. Mais moi, je suis plutôt partisan du tout ou rien. Mais voilà, je suis curieux de voir s'il y aura la même liesse et la joie pour les JO à Paris. Étant donné qu'en plus, c'est au sein de notre pays. Est-ce qu'il y aura ce même type de supporters ou je sais pas quoi? Oui, Est-ce ouais. que ça va fédérer autant? Il devrait y avoir les ultra fans toujours, Ouais. qui sont probablement moins nombreux que dans le foot. Mais par contre, dans les JO, le phénomène que j'ai constaté, en tout cas personnellement, c'est que ça met sous les feux des projecteurs une Mhm. activité sportive dès lors Ouais. que tu as un athlète ou une équipe française qui Mhm. commence à percer dans ce milieu-là. Ouais.
Quelqu'un Mhm. qui est un outsider qui est censé. Ou sinon, vraiment, c'est une icône, genre Teddy Mhm. Riner. Ouais, bah ouais. Bah, Mhm. ok, voilà, dans le judo, le mec, il. Mais c'est devenu une icône parce que du coup, il a percé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mhm. Donc, Comme, finalement, ouais. à ce moment-là, ça attire les regards par Mhm. par l'athlète et non Ouais. pas par le sport en lui-même. Mhm. Oui, bah oui. Mais du coup, après, le sport peut devenir bankable après. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'après, il faut pas. Le sport, ça reste quand même une activité économique, hein. Ah bah Bon, oui, que ça l'est devenu, ça l'est ouais, devenu. ouais. Tu le veuilles ou non, ouais, ça tout est business, hein. Tu peux. Ça dépend de où, ça dépend de qui, etc. Ça peut être la. Tu vois, je pense que. Ouais, je me moquais un petit peu ouais, je pense pas qu'il y ait des hooligans de pétanque, mais je pense que la niche de la pétanque a ses stars, je pense que tu peux acheter un. T'as le jeu de pétanque que de base que tu peux trouver à Decathlon, et tu as le jeu de pétanque qui coûte peut-être plusieurs milliers d'euros parce qu'elles sont faites dans une marque, etc. Ça reste une niche et ça reste un business aussi, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. T'as tout ça, t'as tout, n'importe quel sport a sa. C'est même dans le business, hein, je pense que tu vois. euh, Si on prend la chaîne YouTube Marketing Mania, Stan, ça a une star dans le monde du business. Je pense que tu vois, tu t'en parles à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, qui s'en fout, il dit, qui ça, lui? Je sais pas qui c'est. Hmm. Ça, chaque niche a sa star, quoi. Hmm. Et chaque, du coup, dans le foot, je pense que c'est Mbappé en ce moment. C'est le seul que je connaisse, de toute façon. Donc, donc je me dis, Je crois que Non, non, attends, je crois que c'est Zidane. ouais. Mais Le gars qui le gars qui se souvient du truc à l'époque. bah, je pense que pour les ultra fans, du coup, de foot, Zidane reste un mythe, tu vois. Enfin, Ouais, il est ça pas reste une mort, hein. légende, comme Michael Mais Jordan. ouais. Mhm. Hmm. Ça... Michael Jordan a quand même fait un film avec les Looney Tunes. Hmm. Bah, je pense pas que Zidane ne l'a pas fait. Pas encore, en tout cas. Donc, donc ouais, si nous qui ne connaissons pas beaucoup, on connaît au moins un joueur, c'est que ça doit être lui la star. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a quand même une notion sur laquelle j'aimerais. Là, on vient de parler de Michael Jordan, mais Mhm. il y a aussi Mohamed Ali. Ouais. En fait, tu as quand même ces icônes qui, par elles-mêmes, inspirent aussi. Oui, bien sûr, ouais. Je pense il y a ce côté-là aussi où c'est le parcours de ces gens-là bah, cristallise des valeurs qui sont Mhm. de compétition, de Ouais. courage, de bravoure. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on s'attache autant parce que Mhm. on se dit, ah ouais, en fait, peut-être que j'aimerais bien être comme ça. Mhm. Et est-ce que c'est Ouais. bien de penser comme ça, tu vois? En fait, la question que je me pose, c'est, le truc, c'est que pour les gens qui sont ultra fans, en fait, ils poursuivent un idéal représenté par ces icônes, Zidane, Mhm. etc., mais qui ne sont pas eux. Oui. Donc, où est la limite entre ouais, je suis en train de faire de la merde dans ma vie et ces gens-là sont hyper inspirants et Mhm. là, pour le coup, c'est bien de vouloir aller vers ça. Et le côté où, bah, en fait, je suis en train de poursuivre quelque chose qui ne me rend pas vraiment heureux. Je me Ouais. rends compte que je suis pas prêt à faire les sacrifices que eux ont Mhm. fait et je vis un peu dans un fantasme, dans un rêve de vouloir vivre leur vie alors que je n'ai ni le besoin, ni l'envie de vouloir, ni la prétention, ni l'envie de vouloir vivre cette vie-là. Mhm. Ouais, c'est vraiment la distinction entre inspiration et idolâtrie, du coup. Tu peux, parce que, tu vois, même si on prend les icônes, je sais pas, je pense à Bruce Lee, euh, qui, euh, qui a des citations vraiment inspirantes, qui incarne une certaine forme de sagesse, de constance dans ses entraînements, etc. Et je pense que ça peut être quelqu'un de très inspirant, mais en fait, à mon avis, si tu veux tu peux vouloir faire comme quelqu'un en mode son style de vie ou sa sagesse, ou, tu vois, je pense qu'il vaut mieux s'inspirer et vouloir être comme, je sais pas, Bruce Lee, Michael Jordan et compagnie,
comme Bah, Pol Pot, par exemple, que qui a été à l'origine du oui, génocide voilà, par exemple. ou Hitler. Vaut mieux ça. Oui, voilà, ouais. C'était pour éviter justement les points Godwin comme ça. Mais vaut mieux s'inspirer de Bruce Lee que de vouloir devenir Hitler. Mais je pense que si tu veux devenir la personne, à mon avis, il doit y avoir quand même un manque d'estime de soi pour se dire, bah non, je ne mérite pas d'exister en mon propre nom, je veux plutôt devenir une autre personne qui sera mieux que moi. Alors que si tu aimes déjà un peu ta vie ou que tu as du respect pour toi, tu peux vouloir t'inspirer de personnes si tu manques d'inspiration. Je pense que si tu lis la biographie de Benjamin Franklin, je pense que ça peut être hyper inspirant et que ça peut t'aider dans ta vie, que tu aies un business ou pas. Hmm, Pour justement cette persévérance, cette constance et cette vision du monde, ce mindset aussi. hmm. Oui, en fait, Mais il faut pas que ça s'inspirer. devienne, faut pas que ça devienne maladif, parce que dans ce cas, on est plus dans l'idolâtrie, proche des de ça, je sais pas, de vouloir être à tout prix comme quelque chose de presque religieux, quoi. On en revient à cette histoire de je remets ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre, puisque c'est l'autre qui va Mhm. dicter ta vie, alors que là, tu restes quand même maître de ta vie si tu t'en inspires, mais Bah tu oui, sais ouais. que Mhm. pour évoluer, pour être meilleur un petit peu tous les jours, c'est Mhm. c'est bien de t'inspirer des personnes Ouais. ouais, dont tu souhaiterais te Mhm. rapprocher, mais sans Mhm. forcément Bah pouvoir vivre surtout, leur vie. surtout quand tu es ado, moi je sais que ce qui m'inspirait vraiment quand j'étais ado, c'était Tom York et Matthew Bellamy, le chanteur de Radiohead et celui de Muse. Et c'est ça qui m'a donné envie de me mettre au piano, de me mettre à la guitare, de composer, etc. etc. Tu vois, mon rêve quand j'avais 18 ans, c'était d'avoir un home studio, de vraiment pouvoir composer de chez moi. Et finalement, si j'en ai un maintenant, j'ai appris le piano, j'ai appris la guitare, je me suis entraîné énormément parce que du coup, il m'inspirait. Donc je pense que quand tu es ado et que tu es complètement paumé, avoir ces leads, ces envies d'inspiration, ça peut être un bon moyen du coup de te dépêtrer par la suite quand tu grandis, que tu gagnes en maturité et que tu te détaches un petit peu de ces mentors fictifs. Ouais. Et en fait, ces mentors-là, sportifs ou pas, finalement, ils te permettent d'être un petit peu plus toi-même. Parce que dans tous les cas, tu es Mhm, gagnant. Soit tu te rends compte, bah moi, je veux être comme Zidane, ben, je mhm, vais essayer de faire comme lui, et puis je vais me rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ce que je veux. ouais. Et donc, en te rendant compte, et c'est pas un échec en soi, c'est en te rendant compte Ah que bah c'est non. pas Mhm, forcément ce que tu veux, et ben, tu vas plus te recentrer sur mhm, la direction qui te convient ouais. le plus. Et si tu te rends compte que c'est vraiment ça qui t'inspire, tu vois, comme Mbappé, hein, lui, son idole, c'était pas quelqu'un comme Ronaldo ou un truc comme ça. Bah, à ce moment-là, bam, il, Mhm, il s'est rendu compte que c'était vraiment son truc. Et il était prêt à faire des ouais. sacrifices. Mhm, carrément. Et ça peut être très bien ne plus être ce que tu veux pour justement parce que tu évolues. C'est pas forcément, ah, c'est pas ce que je veux, non, ce n'est plus ce que je veux. Mm, Parce que tu évolues au fur et à mesure, ton identité change et t'as pas les mêmes idoles quand tu es jeune que quand tu es plus vieux. mm. Ouais, ok. Non, bah, c'est cool. Bah, écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein, Ouais, carrément, on est parti un peu dans tous les sens, mais dans tous les sens. Mais si on doit faire un récapitulatif, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux grandes catégories. Il y a la catégorie du sport pour soi. Et il y a la mhm, catégorie du sport, ce que ça représente dans l'absolu en tant que phénomène social, ouais, phénomène sportif et phénomène, mhm, voire phénomène politique. ouais, Et dans tous les cas, le sport pour soi, c'est important parce que, en fait, on se rend compte que ça touche tous les étages de la pyramide de Maslow et ça rejoint mhm, ce concept de grande santé dont tu parles, ouais, qui permet à la fois d'avoir un corps sain, mais du coup aussi d'avoir un esprit sain. mhm, Et le phénomène de sport collectif comme, comme symbole d'union, c'est c'est aussi quelque chose d'important parce que ça fait partie de nous, même si, comme tu dis, c'est irrationnel. Mais en même mhm, temps, je pense que c'est aussi ça nous permet de mieux nous connaître.
Parce qu'on se Mhm. rend compte que si on met trop notre état dans les mains d'un phénomène externe, c'est pas forcément bon. Et Ouais. comme le sport, c'est quelque chose qui est extrêmement émotionnel, dans ces moments-là, on peut, si on met de la conscience dessus, se rendre compte que, mais oui, mais en fait, ça change rien à ma vie. Et donc, Mhm. ça peut aussi nous renvoyer dans la tête que, ouais, peut-être que je mets mon pouvoir trop entre les mains de quelque chose qui dépend pas de moi. Mm. Carrément. Moi, je pense que c'est une belle conclusion. Ok, cool. Bah, on espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre chaîne YouTube Radio Philo. Et sachez également que tous les épisodes sont sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à bientôt. Salut!